je voudrais vous accueillir et remercier tous les panélistes et tous les participants à cette rencontre sur l'actualité spatiale. Ce n'est pas la première fois que la FRS, et Xavier Pascaud le sait bien, s'intéresse au spatial, mais je crois que c'est une réunion qui intervient à un moment particulièrement opportun. Le 2 décembre dernier, à Luxembourg, l'ESA a pris des décisions fort importantes pour l'avenir de l'Europe spatiale, pas seulement Ariane 6 d'ailleurs. En même temps, sur le plan militaire, on a réussi finalement à débloquer dans le budget militaire français un certain nombre de programmes dont on parlait depuis le livre blanc de 2008-2009. Et surtout, l'opinion a été frappée par le succès et le déroulement un peu dramatique de l'opération Rosetta Philae. Donc, je crois que le moment était venu de faire le point non seulement sur les perspectives des programmes spatiaux, mais aussi replacer ceci dans le cadre d'une compétition mondiale qui va s'exacerber et d'un environnement international qui, de plus en plus, prendra en compte le spatial, parce que tout simplement, le spatial devient un élément incontournable de toutes nos activités. Donc, je donne la parole à à Monsieur Le Gall, qui a bien voulu venir prononcer l'allocution d'ouverture de ce séminaire. Merci beaucoup. Bien. En général, Monsieur le Président, Directeur, Mesdames et Messieurs, c'est à la fois un honneur et un bonheur pour moi d'ouvrir les débats de cette réunion consacrée à la politique spatiale française à l'horizon 2030. Je voudrais tout d'abord remercier la Fondation pour la recherche stratégique pour cette invitation, mais également pour tout ce qu'elle fait pour contribuer au débat stratégique national. Donc, vous le savez, vous venez de le rappeler, la France est aujourd'hui, je crois qu'on peut le dire, la première puissance spatiale européenne, et l'Europe compte elle-même parmi les 3 grandes puissances spatiales mondiales. Et ce statut qu'on nous envie n'est pas le fruit du hasard et ne se maintient pas par hasard. Nous le devons à des décisions, je crois qu'on peut qualifier de visionnaires, et à une volonté qui s'est développée sans faille dans la durée et qui se poursuit encore. Nous venons de le voir mardi dernier, en fait, à la conférence de Luxembourg. Donc, le premier point sur lequel je voudrais insister, c'est que cette volonté s'est fondée sur une conviction, celle de l'importance de l'espace. Première importance, bien sûr, c'est en termes d'enjeux de souveraineté, d'autonomie de décision et d'atout pour la politique étrangère de la France, grâce à la crédibilité et à la stature stratégique que l'espace apporte. Importance ensuite du fait de la gamme d'applications dans la vie quotidienne et d'aide à la décision pour les politiques publiques et la sécurité. Nous voyons aujourd'hui combien cette vision a été prémonitoire, avec les apports de l'espace dans le domaine des télécommunications, du positionnement, de la météorologie opérationnelle et de bien d'autres domaines qui existent ou qui restent à faire exister. Importance aussi grâce à un effet de levier économique considérable, avec le développement d'un secteur industriel important et des emplois hautement qualifiés et un point qui me semble devoir être souligné, peu délocalisable. Mais aussi et surtout avec un effet de levier sur des secteurs économiques plus vastes au travers de la vente de terminaux ou de contenus, de l'utilisation des services permis par l'existence des systèmes spatiaux d'observation, de météorologie, de télécommunication ou de navigation. On estime à cet égard que chaque euro investi dans le spatial, commercial, génère une vingtaine d'euros en création de valeur dans l'ensemble de l'économie.
Importance enfin, vous en avez parlé, dans le domaine de la science, pour laquelle l'espace reste une infrastructure et un observatoire aujourd'hui complètement indispensable, aussi bien dans le domaine de l'étude de l'univers que dans celui de la physique fondamentale. Sans oublier, bien sûr, l'étude des origines de la vie, avec le succès considérable de Rosetta et de Philae que nous avons vécu il y a quelques semaines. À cet égard, d'ailleurs, je voudrais faire une petite mise au point. Hier, vous avez sans doute vu l'annonce qui a été faite que l'eau sur la Terre ne proviendrait pas de bombardements cométaires, comme on l'a répété à l'envi au moment de la mission Philae. Je dois confesser que moi-même, j'ai conseillé au président de la République de le dire. Donc hier, un journaliste m'a dit donc que Philae n'a servi à rien. Bon, bien sûr que non. Si déjà Philae a mis en évidence que l'eau sur la Terre ne vient pas des comètes, en soi, c'est un résultat absolument extraordinaire. Bon, bien sûr, ça reste à être précisé, des questions de molécules d'eau, deutérium, des choses comme ça, mais ça montre que on peut faire des progrès très grands, mais qu'en même temps, il faut expliquer inlassablement, parce que d'aucuns pourraient être tentés de faire des raccourcis parfois audacieux et souvent inexacts. Donc, c'est à partir de ce constat, 4 importances, que la politique française se décline aujourd'hui et on peut là aussi trouver 4 lignes stratégiques. La première, c'est que la France entend continuer de jouer un rôle moteur au sein de l'Europe de l'espace. Nous sommes le numéro 1 de l'Europe spatiale. Ça a été confirmé avec la somme des souscriptions à la conférence de Luxembourg. Et nous avons vocation à garder ce rôle moteur. Et je pense que cela nous donne une responsabilité, celle d'être une force d'entraînement pour l'intégration de l'Europe spatiale. Le second point, c'est que je pense qu'il est indispensable de maintenir la non-dépendance technologique et d'accès à l'espace. La non-dépendance doit être l'un des objectifs stratégiques majeurs de la politique spatiale française et européenne. Troisième point, c'est que l'espace permet aussi le développement d'un nombre croissant d'applications et de services à haute, j'ai envie de dire à très haute valeur ajoutée, diffusant dans l'ensemble de notre société et de notre économie. Et la création d'une large palette de services localisés en France et disponibles sur l'ensemble du territoire et à l'export est bien sûr une priorité de la politique spatiale française. Quatrième point, j'insisterai peut-être un peu plus longuement là-dessus, c'est que nous voulons mener une politique industrielle ambitieuse en développant un tissu industriel complet, compétitif et performant. Le secteur spatial est un exemple de succès d'une politique industrielle volontariste menée avec constance depuis plus d'un demi-siècle et s'appuyant sur des investissements publics particulièrement ciblés. Il faut souligner que cette caractéristique n'est pas un luxe, c'est une nécessité, car souveraineté et compétitivité industrielle sont indissociables en Europe, nos budgets étant bien sûr trop faibles et notre marché intérieur trop limité pour assurer la survie d'une industrie spatiale fondée uniquement sur des besoins institutionnels. C'est pour cela que notre modèle, asseoir la souveraineté nationale sur un double mécanisme, être le moteur de l'Europe spatiale et disposer d'une industrie compétitive et donc fortement exportatrice, eh bien ce modèle s'applique aussi bien aux lanceurs, bien sûr, aux satellites, mais aussi aux services. Donc voilà, en quelques mots, pourquoi, de mon point de vue, la volonté que nous avons de toujours être présents dans le spatial s'est fondée sur cette conviction qui est de rappeler l'importance de l'espace. Maintenant, regardons le contexte actuel et les facteurs d'évolution. Et de ce point de vue-là, je dois dire que la période pour parler de ces questions me semble bien choisie. Bon, vous allez me dire, c'est un terme convenu. On dit rarement quand on fait un exposé qu'on ne le fait pas au bon moment. Mais quand on voit l'accélération de ce qui se passe partout dans le monde, et en particulier outre-Atlantique dans le domaine spatial,
Je pense que ça démontre clairement que notre politique ne peut pas rester statique, car notre environnement change et il est nécessaire non seulement de s'adapter, mais surtout d'anticiper ces changements. Les dinosaures ont disparu parce qu'ils n'ont pas su s'adapter, mais aussi parce qu'ils ne savaient pas qu'une météorite allait tomber dans le Yucatan il y a 65 millions d'années. Et donc, ces changements, ils nous viennent en premier lieu des États-Unis. Et c'est un peu une surprise parce que la concurrence n'est pas forcément là où nous l'attendions. Les émergents arrivent moins vite. Il y a quelques années, je me souviens m'être exprimé ici, et le thème c'était demain, montée en puissance de l'Inde, la Chine, Brésil, Thaïlande et quelques autres. Et on se rend compte que quelques années plus tard, eh bien, la difficulté auxquelles nous sommes confrontés, c'est de faire aussi bien que nos amis américains. Et finalement, ce n'est pas une surprise, car les États-Unis ont toujours été et restent encore, et de loin, la première puissance spatiale mondiale. Ces changements, ils sont essentiellement liés à l'arrivée en force du secteur privé dans le domaine spatial, et en particulier l'arrivée d'investisseurs venus du monde de l'Internet. Ces investisseurs impriment une nouvelle logique et des nouveaux modèles économiques dans le milieu finalement assez conservateur du spatial, avec des approches à bas coût, une accélération du time to market, l'utilisation de technologies informatiques non spatiales associées à la mise en œuvre de nouveaux modes de financement tels que le crowdfunding. Et c'est ce qu'on appelle bien sûr la révolution GAFA, acronyme de Google, Apple, Facebook et Amazon. Et à cet égard, je me réjouis que les équipes du CNES aient planté le décor pour un partenariat avec Google que nous avons annoncé hier. Je veux dire que j'ai été surpris quand même du retentissement médiatique de cette annonce, mais qui finalement est la traduction du fait que Google fascine, et tout ce qui se passe dans ces sociétés du monde Internet fascine, et le partenariat que nous avons lancé, où nous apportons à Google notre connaissance des ballons et du lieu où ils évoluent, c'est-à-dire la stratosphère, certaines connaissances stratosphériques, sans jeu de mots, et où Google nous confronte avec ces méthodes qui sont extrêmement disruptives et extrêmement dynamiques finalement. Je pense que c'est un partenariat qui devrait s'annoncer gagnant-gagnant. Je m'exprimais hier devant un club d'entrepreneurs toulousains. On m'a posé la question, mais finalement, ce partenariat, vous y croyez parce que pensez-vous que l'Internet avec des ballons, ça a un sens? Ce à quoi j'ai répondu, c'est vrai que c'est extrêmement innovant et un peu surprenant, mais finalement, il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans, je suis persuadé qu'il y a bien d'autres innovations qui étaient tout autant déroutantes. La première fois, à titre personnel, que j'ai entendu parler d'un service comme celui qu'on trouve sur les smartphones, c'était lorsque l'ancien président de Vivendi expliquait qu'avec Vivendi, on allait, lorsqu'on serait en voyage en Australie, pouvoir regarder, à l'époque on ne parlait pas de smartphone, de téléphone portable, un concert de Johnny Hallyday à Las Vegas. C'est à quoi on se disait, si on a envie de voir Johnny Hallyday, on va à Las Vegas ou au Casino de Paris, et on ne regarde pas la télévision sur son téléphone portable. Donc, quelques années plus tard, on connaît le résultat où on regarde en permanence, peut-être pas Johnny Hallyday, mais selon les goûts, Rihanna ou je ne sais qui, sur son smartphone et en Australie ou ailleurs. Donc ça montre que sur un projet qui peut sembler aussi peut-être extravagant que l'Internet par des ballons stratosphériques, eh bien il faut être extrêmement attentif et extrêmement précautionneux parce que l'innovation finalement ça marche. Et l'exemple le plus marquant dans le secteur directement spatial concerne probablement SpaceX, qui en quelques années a réussi à se positionner comme un concurrent très sérieux sur le marché des lancements commerciaux que nous dominons toujours avec Ariane, mais ce que j'observe, c'est que quand même,
En 2 ans, nous sommes passés d'un duopole Ariane-Proton à un duopole Ariane-Falcon. Et donc, nous verrons où nous en serons dans 2 ans. On observe le même mouvement aussi dans le domaine de l'observation de la Terre. Il ne vous a pas échappé que Google a racheté Skybox Imaging et met en œuvre des technologies liées au big data et au cloud computing pour traiter ces données. Un autre aspect de la concurrence qui vient des États-Unis est lié à la baisse des budgets institutionnels américains qui a conduit l'industrie spatiale traditionnelle à revenir sur le marché commercial. J'avais été impressionné l'année dernière à la conférence Satellite. Alors, chaque année, il y a le quantième de l'année, donc c'était Satellite 2013. J'avais été impressionné de voir que Boeing avait fait des annonces fracassantes avec l'apparition de la propulsion électrique, ce qu'on n'avait pas forcément vu venir en Europe. Bon, depuis, ils ont remonté la pente grâce notamment au plan de la nouvelle France industrielle, permis de remettre le pied à l'étrier sur la propulsion électrique à nos constructeurs. Mais là aussi, ça avait été un choc de voir Boeing arriver avec des satellites à propulsion électrique. Il faut voir qu'un autre point aussi sur lequel je voudrais insister, c'est que nos positions sont également menacées en Europe même. Quand je dis nos positions, ce sont les positions françaises, par des pays qui sont à la fois des partenaires, mais également des compétiteurs. Même si à la conférence de Luxembourg, on a vu la France repasser en tête des pays en termes de souscription à l'ESA, et j'en parle volontiers parce que je peux vous dire que ceci n'a pas été le seul fruit du hasard, mais le résultat de quelques soirées à convaincre inlassablement les autorités françaises qu'il fallait faire cela. J'observe que quand même l'Allemagne et le Royaume-Uni sont particulièrement actifs. Les approches cross-sectorielles avec de la fertilisation croisée sont mises en avant. Royaume-Uni, chacun connaît le centre de Harwell près d'Oxford avec les centres catapultes et avec le DLR en Allemagne qui intervient à la fois dans le domaine de l'espace, de l'aéronautique, de la sécurité des transports et de l'énergie, et de même aussi dans les financements. Des financements de type PPP sont particulièrement utilisés, ça devient même la norme au Royaume-Uni et en Allemagne. Toujours au niveau français, dans le domaine des applications et des services, nous avons quelques positions fortes, mais globalement, je pense que notre position n'est pas à la hauteur de notre position, de notre rang dans les systèmes spatiaux. Cette situation peut s'expliquer par plusieurs facteurs. D'une part, il existe encore aujourd'hui pour notre tissu industriel, et en particulier celui des PME, une difficulté d'accès à la donnée et à l'expertise. Nos entreprises dans le domaine sont parfois fragiles, parfois moins bien préparées que d'autres aux évolutions et aux ruptures du marché, telles que le big data et les modèles économiques basés sur Internet. Et je pense que nous devons aussi faire face à une concurrence accrue, en particulier dans le domaine de l'observation de la Terre, face par exemple à une société comme Digital Globe qui s'est positionnée sur la vente d'images à très haute résolution, 30 cm avec Worldview 3 qui dispose d'une capacité de prise de vue de 700 000 km² par jour, c'est considérable. Les transferts et la mobilité entre laboratoires de recherche et entreprises ne se font pas assez systématiquement, et finalement, on a encore en France trop de cloisonnement face à un monde en rupture avec les nouveaux modèles GAFA dont j'ai parlé et l'importance du numérique et de la communication. Et dans cette comparaison, la France quand même reste relativement bien positionnée grâce à des investissements importants et constants depuis de nombreuses années. Mais il faut être conscient et il faut réagir que cette position est menacée par le retour et les nouveaux modèles de l'industrie américaine et par la montée en puissance des compétiteurs européens. Alors maintenant, on peut se demander quelle doit être
l'évolution de la politique spatiale française et en particulier face à ce constat dans lequel il y a du pour, il y a du plus, dans lequel il y a du contre, il y a du moins. Comment est-ce qu'on doit évoluer? Il serait facile de considérer que le verre est à moitié plein, auquel cas on se repose sur ses lauriers, on part en vacances et puis on attend que les choses se passent. Si on considère qu'il est à moitié vide, évidemment, ça oblige à se ressaisir et à faire face. Donc, quelles sont les réponses à apporter à ces défis et quelle doit être l'orientation de notre politique pour les 15 ans qui viennent? Eh bien, moi, je pense que très clairement, et l'actualité l'a rappelé dans le dernier mois, que la réponse à cette question, c'est plus d'Europe. Parce que la difficulté à laquelle nous sommes confrontés est quand même une difficulté qui peut très largement se réduire à un problème de taille critique. Et donc, le seul moyen d'augmenter cette taille critique, c'est l'Europe. On ne va pas lancer des coopérations avec des pays de l'autre côté de la planète, alors qu'il y a moyen de le faire à quelques dizaines ou quelques centaines de kilomètres d'ici. Donc, plus d'Europe, c'est bien sûr le succès de la conférence de Luxembourg et le démarrage d'Ariane 6. Le soir de la conférence, j'ai écrit, Ariane 6, nous l'avons rêvé, l'Europe va le faire, mais c'est vrai, parce que un petit groupe de personnes qui, 2008-2009, ont pris conscience de la montée en puissance de compétiteurs qui à l'époque n'existaient pas, notamment SpaceX, peut-être rendu peu crédible par une politique de communication inhabituelle, mais toujours est-il que depuis 2009, un petit groupe de personnes avait vu que la domination d'Ariane n'allait pas durer ad infinitum et qu'il était temps de réagir. Et donc il y a eu tout un parcours qui a été conduit, en gros de 2009 à 2012 en France. En 2012, nous avons commencé à la conférence de Naples, à faire partager ce point de vue par nos partenaires européens. Et ensuite, au cours des 2 années écoulées entre la conférence de Naples et celle de Luxembourg, eh bien, nous avons expliqué et nous avons convaincu. Et cela me semble très important, nous avons convaincu, nous n'avons pas vaincu. Parce que un programme, de mon point de vue, de l'ambition d'Ariane 6, à la fois par les budgets qu'il présuppose, par la rupture en termes d'organisation, en termes de technologie, en termes de mode de fonctionnement qu'il présuppose, ne peut se faire que s'il y a une union sacrée autour de ce programme. Et je dois dire qu'à titre personnel, j'ai participé à quelques conférences ministérielles de l'ESA et l'ambiance que j'ai trouvée la semaine dernière à Luxembourg m'a rappelé, si je remonte en arrière, probablement celle qui existait en novembre 1987. Pour ma part, c'était la première fois que je participais à une conférence de l'ESA à La Haye. Et c'est là que nous avions décidé, Ariane 5, et les programmes préparatoires à Columbus et ensuite à Hermès. On ne peut pas gagner sur tous les tableaux. Mais on a retrouvé une volonté d'aller de l'avant et, je crois, une union vraiment autour de ce projet porteur, union des États membres, union des agences et de l'industrie, union des politiques. Et je crois que ce programme Ariane 6 est né sous, je dirais, de bons auspices. Donc, au bout de quelques mois de négociations, Luxembourg a eu lieu. Nous avons réussi à convaincre tous nos partenaires à partager notre vision. Notre vision, c'était qu'il fallait aller à Ariane 6 le plus rapidement possible et ne pas s'attarder en chemin en développant des versions plus puissantes d'Ariane 5. Imaginez bien que ce n'est pas moi, vous connaissez mon passé, qui vais dire du mal d'Ariane 5, mais c'est un fait. C'est aujourd'hui le meilleur lanceur du monde avec
63 succès d'affilée depuis 2003, mais aujourd'hui, il est attaqué par des lanceurs qui abaissent le coût du kilogramme en orbite, et donc c'est pour cela qu'il faut réagir avec Ariane 6, dont l'objectif ultime, bien sûr, est d'abaisser le coût des lancements. Et donc c'est pour cela que nous y sommes allés, et nous avons fait décider la configuration sur laquelle nous avions travaillé tout l'été, donc Ariane 6 est abondamment illustré dans la presse, décliné dans ces deux versions, Ariane 62 et 64, et qui sera à même de répondre aux besoins institutionnels européens, mais aussi aux attentes du marché pour le lancement des charges moyennes et lourdes, et qui donnera à notre industrie les bons arguments pour rester compétitive au niveau mondial. Donc nous sommes là, au niveau français, bien sûr, dans une continuité des principes de notre politique, être le moteur de l'Europe spatiale, garantir la non-dépendance et la préférence européenne pour les lanceurs, assurer la compétitivité industrielle, mais dans l'adaptation sans relâche de ces principes aux réalités et aux défis d'un monde qui est plus qu'en mutation, je crois, en révolution. Plus d'Europe, c'est aussi tirer la leçon du formidable succès de la mission Rosetta, couronnée par l'atterrissage réussi de Philae sur sa comète le 12 novembre. Et c'est bien sûr avant tout un succès technique. J'étais hier après-midi à Toulouse dans les équipes du CNES au SONC qui ont piloté la descente de Philae sur la comète. Et je peux vous dire que c'est quand même quelque chose qui est assez difficile. Mais au-delà du succès technique, l'écho sans précédent dans le grand public et l'immense retentissement dans les médias de cet atterrissage, je crois, doit agir pour nous comme un immense encouragement à poursuivre dans cette voie que nous avons tracée concernant l'importance de l'espace et son rôle prépondérant dans le progrès des sciences. Et à cet égard, je dois dire que je l'ai fait, mais je le refais. Je remerciais le président de la République française qui, contre vents et marées, lorsque je lui ai proposé quelques jours avant le 12 novembre de se joindre à nous pour assister en direct à l'atterrissage, a fait le pari que ça allait marcher. Beaucoup de gens lui ont dit « La dernière fois qu'un président de la République française est allé voir un événement spatial, c'était le 13 septembre 1985 en Guyane. C'était le vol numéro 15 d'Ariane et ça s'est mal passé. » Bon, très bien. Face à cela, le président Hollande a dit « Eh bien moi, j'irai. » Donc il y est allé. Vous observez que, à ma connaissance, c'est le seul chef d'État européen qui a assisté en direct, ou tout au moins publiquement, à cet événement. Et il a été payé en retour, puisque ça a été un succès. Et en plus, il y a eu quand même une très très grande couverture médiatique. Nous avons fait la une de USA Today, du Wall Street Journal et de quelques organes de presse, même aux îles Kiribati, ce qui est un peu inattendu. Mais ça montre toute l'importance de cet événement. Le dernier point sur lequel je voudrais insister sur la nécessité d'avoir plus d'Europe, c'est des relations plus étroites, bien sûr, entre l'Union européenne et l'ESA. Et de ce point de vue-là, je crois qu'au cours des 2 dernières années, nous avons fait un assez grand parcours. Quand pour ma part, je suis arrivé au CNES il y a bientôt 2 ans, j'ai entendu, lorsqu'on parlait de ce sujet, les relations entre l'Union européenne et l'ESA, un concept assez, je dois dire, innovant, mais un peu inattendu, à savoir que l'Agence spatiale européenne n'était pas l'Agence spatiale de l'Europe. C'est-à-dire qu'il fallait l'inventer. Mais un peu surpris. Et donc, on a beaucoup travaillé, on a beaucoup expliqué, là encore, et je crois que la résolution adoptée à Luxembourg, qui nous donne une échéance à 2030, va structurer cette politique et va laisser de côté des concepts un peu révolutionnaires du point de vue de la sémantique, mais assez peu efficaces du point de vue de la politique spatiale. Et donc, dans la résolution adoptée à Luxembourg, les États membres souhaitent, je cite, que l'ESA devienne le partenaire de choix sur le long terme de l'Union européenne, afin que les deux organisations définissent et mettent en œuvre conjointement la politique spatiale européenne en collaboration avec leurs États membres respectifs selon une approche dynamique et par étapes, avec des réunions régulières du Conseil Espace. Donc le renforcement de ce partenariat, dont on a vu les premiers effets avec les accords de délégation pour Galileo et Copernicus,
va se traduire par l'élaboration d'ici la fin de l'année prochaine d'une politique spatiale européenne et d'un plan spatial à long terme, dans le but d'accroître bien sûr les avantages qui découlent de l'utilisation de l'espace pour mettre en œuvre les politiques sectorielles dans l'Union et dans les États membres. Et de façon précise, le dialogue avec la Commission va se poursuivre de façon à tirer le meilleur parti de ce que j'appellerais la cohérence, les complémentarités qui existent entre les activités de l'ESA et celles de l'Union. Et tout cela doit jeter les bases, à partir de 2016, d'un partenariat fiable et, je l'appelle de mes voeux, durable entre l'ESA et l'Union afin de faciliter l'application de la politique spatiale européenne. Donc en conclusion, je voudrais rappeler que chacun le sait, on a envisagé l'utopie d'une journée sans satellite, mais vous savez aussi bien que moi que cela n'existe pas. L'espace n'est pas un luxe dont on pourrait se passer en temps de crise, mais c'est au contraire un investissement d'avenir qui fait progresser la science et qui nous donne une avance technologique extrêmement précieuse. La politique spatiale permet aussi le développement d'un secteur industriel créateur d'emplois hautement qualifiés. Vous connaissez les chiffres, 16 000 emplois en France, 40 000 en Europe. Et donc, c'est un investissement très rentable à long terme pour la puissance publique, grâce aussi aux applications et aux services qu'il suscite. Et je pense que le meilleur est probablement devant nous, parce que je suis frappé de voir que chaque jour, on invente des applications de plus en plus pertinentes et innovantes. En dépit d'une situation budgétaire que chacun connaît, elle n'est pas très facile, la politique du gouvernement a quand même permis ces derniers mois de renforcer l'ambition spatiale de notre pays, et toute notre politique s'oriente aujourd'hui vers la poursuite de cet objectif pour les 15 ans qui viennent, et la France militera sans relâche pour une prise de conscience accrue des gouvernements européens de l'importance stratégique du secteur spatial, pour des investissements croissants de l'Union afin d'augmenter la taille du marché intérieur, c'est très important, et pour une politique aussi de préférence européenne au sein de ce marché, notamment pour les lancements, afin de conserver notre rôle moteur de l'espace européen. Donc voilà ce que je voulais vous dire en introduction. J'espère ne pas avoir été un peu trop long, mais un dernier mot peut-être. Ce que je vous ai dit, ce sont des mots, mais ce qui est important, c'est que les mots se traduisent en actes, et à cet égard, le succès que nous avons construit tous ensemble à Luxembourg mardi dernier me semble la démonstration de la politique que nous souhaitons mener, et pour une fois, le succès était au rendez-vous. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président Le Gall, pour cette entrée en matière tout à fait stimulante pour nos travaux. Mais je vais convier maintenant les participants à la première table ronde à prendre place. Voilà, pour une revue un petit peu des grands points qui viennent d'être évoqués par le Président Le Gall. Et nous aurons donc trois présentations, trois explications qui seront ensuite suivies d'un échange avec la salle. Avant une pause café qui aura lieu à peu près vers 15h30 et une reprise de nos travaux après dans le quart d'heure qui suivra. Voilà. Donc, Donc nous ouvrons cette première table ronde sur le contexte européen qui va présider, qui va fixer l'environnement
de l'évolution du programme spatial français. Ça vient d'être dit, les décisions importantes qui ont été prises à Luxembourg le 2 décembre dernier fixent un cap à l'échéance qui nous intéresse, précisément 2030, ou tout au moins à l'échelle de la prochaine décennie. Et donc je voudrais passer la parole dans un premier temps à Madame Luce Fabreguette de la société Arianespace, directrice du développement commercial, pour avoir à la fois, je pense, pour notre auditoire, je dirais un point sur ce qui a été fait, parce qu'effectivement, on sait que ce sont des décisions importantes, notamment dans le domaine des lancements, et on sait combien l'accès à l'espace est un élément stratégique pour la France. Ça a toujours été conçu comme ça par elle, et conçu comme ça aujourd'hui à l'échelle de l'Europe elle-même. Donc pour avoir un point sur ces grandes décisions, sur ce que ça peut nous apporter, comment ça nous prépare mieux finalement pour ce qui se profile dans le contexte international, dans le contexte européen. Donc je vous passe directement la parole. Merci. Merci. Bonjour à tous. C'est très compliqué d'enchaîner après cette présentation, cette introduction de Jean-Yves Le Gall, qui a fait un panorama très complet de la situation, mais je vais m'employer à vous dire à quel point ça représente une chance pour Arianespace et pour l'Europe, et pourquoi on considère ces décisions de la semaine dernière et cette décision sur Ariane 6 comme une grande chance pour nous, une chance qu'il va falloir saisir. Il va falloir obtenir Ariane 6 effectivement dans les années qui viennent pour continuer notre succès commercial avec Ariane 5 ECA et répondre à ces évolutions qu'on voit effectivement dans notre environnement, en particulier du côté de la Californie. Pourquoi pour nous c'est une grande chance? Pourquoi Arianespace le voit comme ça? Je dirais principalement pour trois aspects importants. Le premier, la compétitivité accrue, c'est-à-dire Ariane 6, c'est effectivement une organisation différente. C'est un programme de développement qui va être très structurant dans les années à venir. C'est une organisation industrielle différente, de nouvelles technologies qui vont nous permettre d'accéder à un prix plus bas du service de lancement, donc qui vont nous permettre d'être, c'est clair, beaucoup plus compétitifs que ce qu'on peut l'être aujourd'hui avec une Ariane 5 ECA. Deuxième point important à mon goût de ces décisions de la semaine dernière, le modèle de mission, puisque on a un engagement de l'Agence spatiale européenne et un engagement sur un nombre de missions chaque année institutionnelles. Ça, c'est aussi un point très important pour nous parce que dans notre structure de coûts, on a des coûts fixes qui sont très très importants. Donc il est important qu'on arrive à répartir ces coûts fixes sur un nombre minimal de missions chaque année. Et c'est la raison pour laquelle Arianespace va chercher des missions sur le marché commercial, bien sûr, pour augmenter le nombre de lancements chaque année aujourd'hui d'Ariane 5 ECA entre 6 et 8 par an, demain plus puisqu'on n'aura pas tout à fait la même performance et puis on aura deux classes, deux types de lanceurs avec Ariane 6, mais donc un point très important pour nous qui est ce nombre de missions et cet engagement de l'ESA à nos côtés pour augmenter ce nombre de missions lancées chaque année et nous permettre ainsi d'être encore plus compétitifs sur le marché commercial pour faire face, là encore, à nos concurrents. Je mettrai un troisième point qui me paraît important, qui est peut-être plus technique et qui rejoint un peu ce que je viens de dire sur les aspects configuration des lanceurs. Aujourd'hui, Ariane 6 a été décidé avec deux configurations. Une configuration qu'on appelle Ariane 62 avec 2 boosters à poudre, une configuration Ariane 64 avec 4 boosters à poudre. Donc la première étant un petit peu moins puissante, un petit peu moins chère aussi du coup, et qui permettra de répondre d'abord aux besoins orbite basse et peut-être aussi aux besoins orbite géostationnaire pour des lanceurs suffisamment lourds ou deux satellites, des satellites suffisamment lourds ou deux satellites assez petits.
et une version Ariane 64 qui, elle, nous permettra de continuer avec le modèle lancement double qui a fait le succès d'Ariane 5 ECA. Donc cette modularité va nous permettre de mieux répondre aux deux segments du marché qu'on veut adresser, qui sont le segment plus institutionnel et le segment orbite basse, qui est plus celui du marché institutionnel, plus celui des besoins institutionnels, et se retrouver finalement avec un nouveau lanceur Ariane 6 qui va permettre de répondre aux besoins à la fois de nos clients institutionnels qui avaient tendance à délaisser une Ariane 5 ECA trop lourde depuis quelques années, bien qu'ils devaient le subventionner, mais qui avaient tendance pour leur mission à délaisser Ariane 5 ECA, et donc nous permettre de réconcilier ces deux segments institutionnels et commercial dans les années 20. Avec un dernier point aussi qu'on peut rajouter, qui est l'intérêt pour nous d'avoir un étage supérieur réallumable, ce que l'on n'avait pas non plus sur Ariane 5 ECA, et qui va là aussi nous donner un atout, notamment, Jean-Yves Le Gall l'a évoqué, mais notamment dans le cadre du lancement de satellites à propulsion électrique, donc avec une propulsion peu puissante s'ils partent d'une orbite qu'on offre aujourd'hui avec Ariane 5 ECA, leur fait prendre beaucoup de temps, plusieurs mois, pour arriver à monter vers une orbite géostationnaire, leur orbite de travail. Donc voilà, donc aujourd'hui, en quelques mots, l'intérêt que je vois pour Ariane Espace, on sent qu'on est cette union sacrée qui vient d'être évoquée, il faut la préserver. On est du côté lumineux de la force et il faut continuer à travailler dans ce sens, y rester. Merci beaucoup pour cet éclairage et ce point qui est toujours nécessaire, parce qu'on a entendu quand même dans les différents médias, différents organes de presse, parfois des informations pas toujours très claires et pas toujours très cohérentes entre elles d'ailleurs, sur les différentes versions et les différents modèles qui sont envisagés. Et puis aussi sur les missions, et je crois que vous avez bien fait d'insister là-dessus, mais je crois qu'on pourrait revenir peut-être dans les questions, peut-être, qui sont dévolues à ces nouveaux lanceurs. Ce qui est intéressant, c'est que dans cette décision du Luxembourg, parce qu'elle traite de ces lanceurs, elle s'intéresse nécessairement à l'avenir. Et à l'avenir non seulement du secteur spatial, mais à l'avenir des missions que le secteur spatial doit contribuer à alimenter, je dirais. Et donc, ce que j'ai moi trouvé intéressant, mais on y reviendra dans la discussion, je pense, c'est que ces décisions européennes ont forcé l'Europe aussi à s'interroger sur ce qu'elle voulait faire avec l'espace, et donc, in fine, sur ce qu'elle voulait faire en tant que puissance européenne, au-delà même des questions spatiales. Donc, je pense que l'aspect mission est très important. Je vais passer maintenant la parole à Alain Wagner, donc, qui est vice-président des relations institutionnelles chez Airbus Defence and Space. Alors, pour avoir là, voilà, un éclairage un petit peu d'un point de vue au sens littéral, différent, au sens physique, géographique du terme, voilà, sur ces mêmes questions et aussi sur cette projection dans l'avenir. Bon, je suis très heureux de pouvoir partager avec vous un certain nombre de réflexions avec peut-être un point de vue d'industriel sur ces questions. Je suis très heureux d'ailleurs de voir dans la salle d'anciens collègues, des amis dans l'auditoire, mais on me dit qu'il y a aussi des personnes qui ne connaissent pas forcément bien les questions spatiales. Donc Jean-Yves Le Gall, le président du CNES, a déjà expliqué très bien à quoi servait l'espace, mais je vais ajouter une petite devinette pour ceux qui ne sont pas familiers de l'espace. Vous avez utilisé aujourd'hui 40 satellites, probablement sans le savoir. Ben, l'entracte, si vous ne le savez pas quels sont ces 40 satellites, venez me le demander. J'essaierai de vous décrire cette liste des 40 satellites que vous utilisez tous les jours. Je tenais aussi à remercier, il est parti, l'AFRS, la Fondation pour la recherche stratégique, pour cet événement. C'est une très bonne idée. Et ça permet de célébrer, même si l'année n'est pas finie, une année 2014 qui a été absolument exceptionnelle pour nous. D'abord, la création d'Airbus Defence and Space, qui, on a l'impression que ça existe depuis toujours, mais en fait non, ça a été créé cette année en conjuguant les actifs d'Astrium, de Cassidian et d'Airbus Militari pour regrouper toutes les activités de sécurité, de défense et d'espace du groupe Airbus. Alors, année exceptionnelle aussi parce que nous avons engrangé 5 commandes de satellites, dont 2 satellites à propulsion électrique, donc les 2 premiers satellites non américains qui vont se hisser sur leur orbite finale avec des moteurs électriques, donc c'est une première en Europe.
Et puis un de ces satellites est un satellite qui va s'appeler Quantum pour Eutelsat, qui est un satellite à charge utile extrêmement flexible, qui a été aussi gagné par Airbus Defence and Space. Dans le domaine de l'observation de la Terre, au sens le plus large, 9 satellites, donc un satellite réseau de révolution au Pérou, 2 satellites avec des partenaires industriels aux Émirats arabes unis, 6 satellites Météosat de seconde génération, et puis Merlin, le satellite du franco-allemand de mesure du méthane, qui est un gaz à effet de serre pour le compte du CNES. Nous avons livré à Arianespace l'Ariane 5 qui a permis de réussir ce 63e succès consécutif. Et puis, Rosetta a été un très grand succès. Tout le monde a tiré un peu la couverture à soi et c'est très bien. Bon, je tenais juste à rappeler que ça a été lancé sur Ariane et que le maître d'œuvre de Rosetta, le maître d'œuvre industriel, était Airbus Defence and Space. Donc voilà, comme ça, tout le monde a tiré son petit morceau de gloire, et c'est très très bien que tout le monde s'approprie ce succès, c'est ce qui peut nous arriver de mieux. Nous avons eu, au niveau de l'équipe France, un COSPAS avec la présence de 3 ministres le 12 novembre. Je crois qu'on a une constellation exceptionnelle en France du point de vue politique, avec M. Le Drian, M. Macron et Mme Fioraso, qui s'intéressent à l'espace, qui s'investissent, qui participent à ce type de réunion pour créer cette équipe de France. Et puis enfin, bien sûr, je pense que Géraldine va y revenir un petit peu, le conseil de l'ESA au niveau ministériel, pour lequel on remercie chaleureusement l'ESA, les États membres et toutes les délégations pour ce très très grand succès. Alors la conférence au niveau ministériel a surtout pris des décisions, mais pas que sur ça, mais surtout dans le domaine des lanceurs, avec un triptyque, donc répondre à l'évolution des besoins du marché, qu'il soit institutionnel ou commercial. Donc il y a eu un très gros travail de consultation en amont, d'analyse des études de marché. Alors ces études de marché, dans le domaine des satellites, elles n'ont pas une très grande visibilité dans le temps. On voit 3 ans, 6 ans au mieux en avant, alors qu'un lanceur va avoir une durée de vie de 30 ans, voire de presque 60 ans pour le Soyouz. Et donc, il faut faire un lanceur qui soit à la fois compétitif, modulaire, susceptible d'évoluer pour répondre à l'évolution des besoins. Nous avons aussi décidé de faire évoluer le partenariat public-privé de l'accès à l'espace, avec effectivement une plus grande responsabilisation de l'industrie dans le domaine de l'accès à l'espace, et puis un engagement à terme d'avoir un certain nombre de lancements institutionnels qui seront garantis à cette coentreprise Airbus-Safran qui va être créée. C'est le 3e point. On crée une entreprise ensemble, Airbus-Safran, dans laquelle on va très rapidement, dès le 1er janvier, mettre les équipes de programme, c'est-à-dire environ 450 personnes. Mais à terme, cette coentreprise Airbus-Safran va conjuguer toutes les équipes et activités de transport spatial civil et militaire, c'est-à-dire qu'on met dans cette joint venture Ariane 5 et le M51, Ariane 6 évidemment, pour extraire toutes les synergies possibles et être encore plus compétitif. Alors comment on va être compétitif? Ce n'est pas en virant évidemment la moitié des gens, c'est en travaillant sur les effets de série, plus grande série, c'est en travaillant sur l'élimination des coûts de transaction. Aujourd'hui, quand Airbus Allemagne achète un étage cryotechnique, ensuite il y a un contrat qui part à Vernon en France pour acheter un moteur, et il y a un contrat qui part de Vernon en Allemagne chez Airbus pour acheter une chambre de combustion. Je pourrais descendre comme ça à plusieurs niveaux. Donc l'idée, c'est d'éliminer tous ces coûts de transaction, ces contrats, ces passages un petit peu de frontières entre entreprises, avec à chaque coup des coûts de recettes, des coûts de contrôle qualité, etc., etc. Et puis on va mettre en œuvre un certain nombre de mesures industrielles qui sont maintenant largement utilisées, la maquette numérique, élimination de beaucoup de maquettes, élimination de beaucoup d'essais, davantage de simulations, ce qui a été déjà beaucoup fait sur Ariane 5 et ce qui est fait sur le M51. Donc tous ces axes d'amélioration vont être mis en œuvre très très rapidement dans cette joint venture pour atteindre l'objectif de prix et de compétitivité. Alors la ministérielle, c'est un succès de conviction, c'est un succès de conviction aussi de l'industrie qui a essayé de convaincre qu'on pouvait relever ce défi et qu'on puisse nous faire confiance pour développer ce nouveau modèle.
Mais l'histoire n'est pas finie. Les lanceurs vont continuer à évoluer. Moi, j'observe effectivement des efforts très importants de SpaceX dans le domaine de la réutilisation. Donc, nous travaillons sur ces sujets. Réutiliser un lanceur, c'est pas facile. Vu de loin, un lanceur, c'est 2 étages. C'est un premier étage qui va pas très vite, pas très loin. Donc, celui-là, il est probablement relativement facile à y réutiliser en tout ou partie si on se débrouille bien. Le deuxième étage, l'étage supérieur, il va en orbite, donc il va très loin, très vite, il est très difficile à réutiliser. Il y a peut-être des schémas plus révolutionnaires qui seraient d'utiliser un remorqueur spatial réutilisable. Le lanceur, dans ce cas-là, amènerait à terme des charges utiles en orbite plutôt basse, le remorqueur spatial faisant la navette entre orbite basse et orbite élevée. Ce serait une sorte de couteau suisse de l'espace. Donc voilà, nous allons nous retrousser les manches, nous mettre au travail, et nous allons encore pouvoir rêver, parce que je crois qu'on a encore de beaux challenges et de très belles missions devant nous. Et je tiens encore à remercier l'ESA, les États membres et leurs délégations pour cette ministérielle qui a été très très réussie. Merci Alain pour cet éclairage vu de l'industrie et aussi pour avoir souligné l'importance des réorganisations industrielles qui sous-tendent en fait ces décisions politiques, puisqu'en fait les décisions politiques sans le moteur industriel sont difficiles à mettre en œuvre. Donc ça, je pense qu'on y reviendra aussi. Alors maintenant, 3e volet, d'une certaine manière, de tout ce qui s'est décidé et puis de ce vers quoi nous allons. C'est le volet peut-être plus institutionnel, le volet peut-être plus politique aussi, celui de l'Agence spatiale européenne, en fait, qui a démontré le 2 décembre, qui a été au centre de tout ça. D'une certaine manière, c'est un peu une confirmation, mais parfois ça va sans dire, mais parfois ça va mieux en le disant, là ça a été dit. Et donc je passe la parole à Géraldine Naja, qui est directrice des relations institutionnelles à la direction des lanceurs à l'Agence spatiale européenne. Merci. Merci Xavier. Puis l'avantage de passer en dernier, c'est que tout à peu près a déjà été dit. Donc je vais juste rajouter quelques chiffres et peut-être vous donner aussi notre point de vue sur les conclusions à tirer de cette ministérielle et aussi le travail qui nous reste à faire dans les années à venir. Parce que nous ne pouvons pas nous reposer sur nos lauriers. Alors quelques chiffres d'abord. Donc effectivement, la ministérielle, le conseil ministériel de l'ESA qui s'est tenu il y a exactement une semaine nous a permis de ramasser un grand nombre de souscriptions puisque nous avions un certain portefeuille de programmes proposés à la souscription qui représentait 5,6 milliards d'euros. En moyenne, ils ont été souscrits à 92%. Donc on a ramassé, entre guillemets, un peu plus de 5 milliards d'euros. Et on a aussi ajouté à cela des souscriptions additionnelles à des programmes déjà existants. Donc à l'arrivée, c'est presque 6 milliards d'euros qui ont été consentis par les États membres pour les programmes de l'ESA. Donc, comme l'a dit Jean-Yves Le Gall, c'est un effort exceptionnel. Pour beaucoup de pays, ils ont même sans doute souscrit plus qu'ils ne s'y attendaient. Pour beaucoup de pays, ça a été un effort financier considérable et tout le monde a été heureusement surpris de cet effort. Un autre chiffre, je crois, qui est intéressant, c'est que les programmes souscrits à la ministérielle, en fait, sont essentiellement des programmes de développement, puisque 77% correspondent à du développement et 23% à de l'exploitation. C'est plus que lors des ministérielles précédentes où il y avait plus de financement pour l'exploitation et moins pour le développement. Donc je crois que c'est important parce que le développement, c'est de l'argent pour les entreprises, c'est des emplois, c'est les programmes de l'avenir, c'est de l'investissement d'avenir. Ensuite, alors par domaine, évidemment, cette ministérielle-là était un peu spécifique, puisque ça n'était pas une ministérielle de l'ESA traditionnelle, comme par exemple a pu l'être celle de Naples ou celle auparavant de La Haye, puisque c'est une ministérielle qui était consacrée au programme facultatif, et il n'y avait pas le programme scientifique ou les programmes obligatoires n'étaient pas au programme de cette ministérielle. Donc, en termes de domaine, il est clair que c'était une ministérielle qui était centrée sur les lanceurs, même si les lanceurs ne représentent pas les seuls programmes souscrits à la ministérielle. Néanmoins, 4,4 milliards d'euros ont été reçus pour les lanceurs, donc c'est une grande majorité du financement de la ministérielle. Et comme ça a été dit avant, Ariane 6, mais pas seulement,
puisque les ministres ont aussi décidé le programme Vega-C, qui est l'évolution du programme Vega actuel, le booster commun à Ariane 6 et à Vega, qui est le P120, bon, qui fait partie évidemment du programme Ariane 6 aussi. Ils ont décidé la continuation du soutien à l'exploitation des lanceurs actuels, parce qu'avant de pouvoir exploiter Ariane 6 et Vega-C, il faut bien continuer à exploiter les lanceurs que nous avons maintenant, et aussi la préparation du futur, c'est-à-dire l'après Ariane 6. Ça commence à se préparer dès maintenant. Donc une ministérielle concentrée sur les lanceurs, mais avec un chapitre important aussi sur la station spatiale et l'exploitation de la station spatiale. Et là, je voudrais dire que dans ce chapitre-là, on a donc reçu plus de 800 millions d'euros de nos États membres. Il faut noter que dans ce paquet station spatiale exploration, il y a la continuation du financement du module de service pour Orion, qui a fait son premier vol d'essai il y a peu. Et le prochain vol d'essai, d'ailleurs, verra l'emport du module de service européen. Et ce sera une mission vers la Lune. Aussi, dans le paquet station spatiale, il y a maintenant un petit chapitre consacré à l'exploration lunaire. Et enfin, toujours à cette ministérielle de Luxembourg, il y a une semaine, les États membres ont aussi consenti à du financement supplémentaire pour les missions ExoMars, presque 200 millions d'euros, pour consolider la mission de 2018. La mission de 2016, elle est déjà bien en route et bien prête, mais pour la mission de 2018, il fallait un peu de financement supplémentaire. Les États membres nous l'ont donné, et donc maintenant l'Europe est vraiment présente sur les 3 destinations, l'orbite basse bien sûr, mais aussi la Lune et Mars. Donc ça, je crois que c'est un point important à noter. Alors, au-delà des lanceurs, au-delà de la station spatiale, cette ministérielle nous a aussi rapporté du financement dans les télécoms. Vous savez que ça, c'est peut-être une évolution des 10 dernières années. L'ESA s'est engagée vraiment dans la voie des partenariats publics-privés dans les télécommunications, les nouvelles technologies de télécommunications. Et bien là aussi, à la ministérielle, nous avons reçu du financement pour, d'une part, continuer la mission EDRS. Et je profite pour signaler que quelques jours avant la ministérielle, nous avions eu la démonstration de la transmission de données par lien laser, ce qui est un grand progrès pour la vitesse de transmission des données et qui sera très utile pour des services, par exemple les services Copernicus plus efficaces, mais aussi des souscriptions dans de nouveaux programmes de télécom, de nouveaux partenariats comme Anisat, Indigo, ICE, enfin toute une série de nouveaux partenariats dans ce domaine. Et enfin, citons aussi la technologie, parce que comme le dit souvent mon directeur général, la technologie d'aujourd'hui, ce sont les missions de demain et les emplois aussi. Donc, une nouvelle tranche de notre programme GSTP a été souscrite. Donc voilà, effectivement, pour nous, un grand succès. Pour nous, au sens général, je crois, Europe, les États membres, l'industrie, les agences. Un grand succès et un succès qui représente 15 milliards d'euros nous avons maintenant un backlog de 15 milliards d'euros, c'est-à-dire on peut voir venir l'avenir avec une certaine sérénité, je crois. Comme l'a dit Jean-Yves Le Gall, en effet, une évolution que nous avons pu remarquer à cette ministérielle de 2014, c'est que la France est à nouveau le plus gros contributeur de l'ESA et que la France, là, en l'occurrence, a représenté 40% des souscriptions qui ont été faites à cette ministérielle, plus de 40%, alors que lors des 2 dernières ministérielles, 2008-2012, c'était l'Allemagne qui était le plus gros souscripteur des programmes proposés. Donc, une évolution dans ce sens. Et en termes d'engagements financiers totaux, c'est-à-dire si on regarde les 15 milliards d'euros d'engagements financiers de tous les États à l'ESA pour les programmes à venir, eh bien oui, avec cette ministérielle, la France est à nouveau numéro 1, puisqu'elle représente plus de 28% de ses engagements, l'Allemagne presque 25%, l'Italie 13%, le Royaume-Uni 8%, etc. Alors j'en profite pour rappeler, bon, vous le savez tous déjà, que l'Europe spatiale, c'est vrai que c'est une Europe avec une géométrie et une géographie un peu différentes peut-être de l'Europe
communautaire, puisque si on regarde à l'ESA, par exemple, les deux plus gros États de l'ESA, France et Allemagne, représentent plus de 50% des programmes de l'ESA. Si on prend les trois avec l'Italie, ça fait 66%. Donc l'industrie, elle aussi, assez concentrée dans un certain nombre de pays. Donc effectivement, c'est une Europe spatiale qui a une géographie un peu spécifique. Alors ça, c'était pour les faits et les chiffres. Alors juste quelques remarques maintenant sur les leçons à tirer de cette ministérielle et ce que nous avons pu constater. D'abord, ça a été souligné déjà, c'est que certainement, le succès de cette ministérielle a été grandement aidé par un mois de novembre exceptionnel en tout point pour nous. On a parlé amplement de Rosetta et de Philae. Ça a été un moment très émotionnel, en tout cas pour moi, et je crois pour beaucoup de gens qui travaillent dans le spatial, quelle que soit leur nationalité. Mais il y a aussi, en termes d'astronautes européens, le retour sur Terre d'Alexander Gerst, le départ à la station spatiale de Samantha Cristoforetti. On a aussi eu la démonstration, je l'ai dit, de la transmission par laser des données Sentinel-1. Et puis, un point aussi, je crois, à noter, c'est que les 2 satellites Galileo qui avaient été mis sur la mauvaise orbite en août par le lanceur Soyouz, eh bien, on a pu les remettre sur une orbite qui n'est pas exactement celle qu'on souhaitait, mais qui ont néanmoins recommencé à émettre des signaux qui pourront être utilisés. Donc, c'est peut-être une chose importante que d'arriver à transformer un échec en succès et d'arriver à rebondir de cette manière-là. Et donc, je pense que nos États membres sont arrivés à Luxembourg, certainement avec une forme de confiance, c'est-à-dire que oui, l'espace, c'est risqué, il y a des échecs, mais d'investir à l'ESA, ça n'est pas trop risqué, en fin de compte. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, et là aussi, je suis désolée, Jean-Yves Le Gall l'a déjà dit, mais je le répète, la ministérielle s'est passée dans un climat très différent. Et on a retrouvé à Luxembourg une solidarité un sentiment de solidarité entre les États qu'on n'avait pas peut-être vécu lors des dernières ministérielles. C'est-à-dire que, par exemple, sur la station spatiale, on s'est à nouveau rapproché, on est quasiment au niveau de financement de chaque État qui avait été décidé à une ministérielle à Toulouse en 1995, si ma mémoire est bonne. Et cette fameuse échelle de contribution de Toulouse n'était pas respectée depuis longtemps. Et là, on y est à peu près à nouveau. Et d'ailleurs aussi, un point important sur la station spatiale, autre démonstration de solidarité, le Royaume-Uni contribue maintenant aux opérations de la station spatiale. Autre exemple de solidarité, ce sont sur les programmes de lanceurs, puisque d'abord tous les États membres contribuent au soutien à l'exploitation d'Ariane et de Vega, mais aussi, pour la première fois, l'Allemagne va participer au programme Vega. C'est un bel exemple et un élément important de cette solidarité-là. Et je pense que cette solidarité, au-delà de la dimension politique, elle se traduit par le fait que, oui, nous construisons avec Ariane 6 et Vega C une vraie famille de lanceurs. C'est-à-dire qu'on parlait souvent de la famille de lanceurs Soyouz, Vega, Ariane 5. C'était une famille très recomposée. Alors que là, c'est une famille où il y a un ADN un peu plus fort, commun, puisque les boosters seront les mêmes pour Ariane 6 et Vega C. Ce seront les mêmes industriels, les mêmes systèmes de propulsion, la même équipe industrielle. Et là aussi, nous saluons la création de la joint venture. Enfin, si on regarde ExoMars, le financement additionnel, il vient des 4 grands contributeurs. Là encore, démonstration de la solidarité entre les contributeurs de l'ESA. Et je crois que pour les années à venir, c'est notre rôle de promouvoir cette solidarité plutôt que de mettre en avant les différences éventuelles. Troisième leçon, c'est que la préparation de cette ministérielle, outre les succès du mois de novembre, outre la solidarité, ça a été une vraie préparation conjointe. Là aussi, ça a été dit, on a passé l'été à travailler, mais quand je dis on, ce n'est pas on ESA, on exécutif de l'ESA, c'est
États membres, industriels, joint venture bien entendu, mais autres industriels de l'accord Team. Donc il y a eu une vraie préparation commune et Ariane 6, le concept Ariane 6 qui a été proposé, était vraiment le fruit d'un travail commun. Donc ça, je crois que ça a été une façon de faire que nous ne devons pas abandonner et que nous devons préserver pour l'avenir, pour les prochains programmes. Ces programmes doivent être préparés de la même manière que nous avons préparé Ariane 6. Alors maintenant, après cette ministérielle, quelques mots pour la suite. Eh bien, comme j'ai dit, il y a encore beaucoup de travail à faire. On a devant nous une belle liste d'actions jusqu'en 2016 ou après, puisqu'en 2016, vous le savez, nous avons d'abord un rendez-vous important pour Ariane 6 pour confirmer la continuation du programme, mais aussi une ministérielle traditionnelle en 2016 dans laquelle nous devrons décider du prochain niveau de ressources et du niveau de financement des programmes obligatoires et en particulier du programme scientifique de l'ESA. Et d'ici à Ariane 6, d'ici à 2016, nous devons aussi tirer les conséquences du fait que l'ESA va encore s'agrandir, puisque d'ici quelques jours ou semaines ou plus, nous aurons 2 nouveaux États membres, la Hongrie et l'Estonie. Et donc nous devrons travailler avec ces États et s'assurer qu'ils rentrent pleinement dans la famille ESA. Donc voilà, nous avons bien travaillé jusqu'à Luxembourg, mais nous avons encore, je dirais, un cartable bien rempli pour les 2 années à venir. Merci. Merci beaucoup, Géraldine. Je crois qu'on peut applaudir l'ensemble de nos intervenants. Je passerai la parole à l'ambassadeur d'Abbeville, peut-être pour un premier commentaire sur, je dirais, ce que ces constats disent de la santé de l'Europe spatiale, peut-être de l'Europe au sens large. Ce qui est évident, c'est qu'à un moment où l'Europe ne gagne pas toujours dans les cœurs et dans les esprits, l'Europe spatiale est vraiment quelque chose qui fonctionne. Et c'est quelque chose qui s'inscrit dans la continuité. Je crois que c'est vraiment la leçon. Dans l'Europe spatiale, on a pris des engagements il y a longtemps, on les tient et on regarde vers l'avenir. C'est malheureusement pas ce qui se passe dans d'autres secteurs de l'Europe. La deuxième leçon, c'est véritablement les rapprochements industriels qui sont porteurs de beaucoup de synergie, de compétitivité, et donc qui montrent que dans un environnement de plus en plus concurrentiel, comme l'a rappelé M. Le Gall, l'Europe veut continuer à tenir sa place. Et ceci me paraît essentiel. Voilà les deux constatations que je voulais faire. Merci beaucoup. Alors, nous avons quelques minutes avant notre pause, une vingtaine de minutes, pour éventuellement recevoir vos questions, commentaires, incertitudes. Merci éventuellement de vous identifier. Je vous en prie. Je suis universitaire en retraite. J'étais il y a quelques jours à une réunion sur les coopérations en matière de défense en Europe. Et une personne qui a heureusement dit « dans un mois je n'y serai plus », exprimait avec les autres un extrême pessimisme. Alors l'ambassadeur d'Abbeville vient de nous dire « c'est pas pareil dans tous les secteurs ». Alors moi je voudrais une explication. Pourquoi dans un domaine où alors que le monde est plus incertain que jamais, on n'arrive pas beaucoup à coopérer en Europe et on a des réunions totalement pessimistes telles que celle à laquelle j'ai assisté l'autre jour, et pourquoi ça marche si bien dans le domaine spatial ? Tout d'abord, j'observerai que dans le domaine militaire, les coopérations européennes sont moins visibles, mais elles existent. Actuellement, dans le Sahel, il y a des contributions importantes et des coopérations qui sont efficaces. L'image d'Airbus a été affectée par toute une série de problèmes de certification, de mise en place, etc. Mais Airbus est une belle réalisation européenne et il y a d'autres aspects. Peut-être pour répondre directement à votre question, je crois simplement que l'espace a le privilège d'être mis en œuvre par des communautés de chercheurs, de spécialistes et d'administrateurs qui sont peut-être moins pollués par la politique que dans d'autres domaines, comme les domaines commerciaux.
je crois que donc c'est un hommage à la communauté de l'espace. Une réaction Oui, je crois que pour faire pièce à nos rivaux industriels étrangers, qui sont des champions de dimension importante, il a fallu créer un champion européen qui est Airbus, pour avoir la bonne taille. Et puis les programmes spatiaux faciles, pour autant qu'il n'y en ait jamais eu, ont été réalisés. Maintenant, on fait des programmes en général extrêmement ambitieux. Quand je vois les grosses missions scientifiques qu'on réalise, c'est très judicieux, effectivement, de mobiliser des moyens, d'attirer les contributions financières, les meilleurs scientifiques pour réussir ces très belles missions. Moi, je pense à la mission Gaïa, dont nous sommes partie prenante chez Airbus, avec des contributions de toute l'Europe qui permet de faire l'astrométrie, de mesurer la position des étoiles de notre galaxie. C'est des missions qu'on n'aurait pas pu réaliser tout seul. Donc il était indispensable de fédérer quasiment toute l'Europe autour de cette très belle mission. Finalement, ça revient beaucoup moins cher à chacun des États membres et ils peuvent accéder à l'ensemble des résultats de cette très belle mission. Et je crois que c'est, là je vais peut-être marcher un peu sur les plates-bandes de Géraldine, mais c'est un peu le but de l'ESA que de fédérer, d'autoriser ce type de très belles missions scientifiques ou autres en mobilisant toutes les énergies européennes. Et ça vaut le coup. Vraiment, tous les États membres sont convaincus que c'est le bon schéma. Juste un point de complément peut-être par rapport à votre question. Moi, je me rappelle que les gens qui ont créé l'ESA, c'est aussi les gens qui ont créé le CERN. Et finalement, quand on regarde la construction européenne, on se rend compte que ce qui a toujours marché et ce qui a même été mis en avant très tôt, c'est l'ambition de fédérer les compétences, les niveaux d'excellence, la science, comme facteur d'identité politique presque. La recherche, c'est un facteur, c'est dans l'ADN de l'Europe d'une certaine manière. Et elle s'est construite là-dessus. Et on a le sentiment finalement que dans cette période de crise européenne, à nouveau, l'espace, c'est un petit peu la bouée de sauvetage. Et que là, les gens, et ça a été très bien dit par Géraldine notamment, se sont retrouvés finalement pour s'accorder sur des missions importantes, de long terme. Moi, ce qui me frappe beaucoup, c'est que dans ces décisions qui ont été prises, on engage l'Europe pour le long terme. Et là, on se met d'accord parce que finalement, on retrouve l'ADN d'origine de la construction européenne, tout au moins du processus de construction politique de l'identité européenne, qui a toujours historiquement résidé pour partie dans la recherche, dans la science et dans la fédération de compétences finalement. Et l'espace, c'est aussi un moyen de s'accorder sur des choses, je dirais, qui ne sont pas controversées, qui ne sont pas des choses qui touchent nécessairement à la souveraineté, même si de plus en plus, et ça c'est un autre point que je voulais souligner, ça a transparu dans les présentations peut-être de manière implicite, on voit bien que là, il faut que les politiques des États membres s'accordent avec une politique européenne. Et ça, c'est pas toujours facile. L'espace, ça travaille aussi bien dans les aspects civils que dans les aspects militaires. Ce n'était pas le lieu de l'ESA de prendre des décisions sur les questions militaires, mais on le sait très bien, les technologies, on va utiliser le mot classique, un peu tarte à la crème, sont duales. En gros, elles ont des applications civiles, mais elles ont aussi des applications militaires. Et donc, l'espace, c'est aussi une voie pour essayer d'avancer. Pour essayer d'avancer d'une manière qui ne soit pas controversée, ou sujette à trop de discussions. Et finalement, ça demeure aujourd'hui, moi je le constate, un bon moteur de construction européenne. L'Europe, c'est quelque chose qui se construit en permanence. Vous faisiez référence à des réunions qui n'avancent pas. Là, on le constate, et vous le constatez vous-même, ce sont des réunions qui avancent. Donc ça, je trouve que c'est intéressant à mettre aussi en évidence. Et l'ESA a été évidemment l'un des instruments, je dirais, institutionnels de ces progrès-là. Voilà. Enfin, c'était une remarque que je me faisais en passant parce que finalement, l'espace, c'est très jeune. Hein, c'est à l'échelle de notre histoire, c'est quelque chose, ça date d'hier, finalement. Y a-t-il... oui. Alors, attends, il y a un micro. Non, mais le micro arrive, Jean-Paul. Oui, merci. Je pense qu'il ne faut pas oublier... Jean-Paul Granier, DGA. Je pense qu'il ne faut pas oublier de dire aussi que l'Agence spatiale européenne, c'est une convention et ce sont des mécanismes de contribution qui permettent aux États de contribuer en fonction de ce que le tissu industriel du pays est capable de développer. Donc il y a un retour industriel garanti et ce n'est pas ce mécanisme qui fonctionne au niveau de l'Union européenne. Et donc il faut réussir à faire marcher les deux. Ce n'est pas facile, mais ce mécanisme derrière lequel s'inscrivent les contributions des États membres est un mécanisme qui a été parfaitement utilisé et qui fonctionne très bien.
Je voulais ajouter un deuxième point. On a évoqué la politique spatiale française et l'Europe spatiale qui a un beau succès cette année. Je voudrais ajouter un deuxième plan, un deuxième domaine qui est celui de la politique spatiale de défense, qui est un peu le pendant de la politique spatiale civile et qui fonctionne avec, évidemment, et qui se nourrit des développements qui sont réalisés au plan civil. Nous avons en France aussi la chance d'avoir une politique spatiale de défense qui s'appuie sur un certain nombre de capacités, des capacités qui sont garanties par des budgets et des programmes qui s'inscrivent dans une continuité. Et ça, c'est très important aussi de le dire. Oui, je vais peut-être juste, effectivement, tu cites la politique industrielle de l'ESA. Alors, c'est vrai que c'est souvent une question posée de comment concilier la politique industrielle de l'ESA et celle de l'Union européenne, en particulier pour les programmes financés par l'Union européenne. Bon, d'abord, la politique industrielle de l'ESA, ce n'est pas, et loin de là, que le retour géographique. Hein. D'abord, c'est la préférence européenne, qui n'est pas, elle, une politique industrielle de l'Union. Deuxièmement, c'est la compétition, autant que possible. C'est-à-dire que la plupart de nos grands programmes sont faits en compétition. Et surtout, c'est une politique qui a des ajustements et des mécanismes qui dépendent beaucoup du type de programme. Par exemple, si tu prends les programmes ARTES ou aussi le programme Ariane 6, on s'oriente plus vers ce qu'on appelle la juste contribution, c'est-à-dire on fait des compétitions, on regarde le résultat des compétitions et on dit au pays « Ah ben, vous allez être content, vous allez devoir contribuer à tel niveau ». Bon, alors c'est peut-être pas aussi simple que ça, mais en tout cas l'idée est là, c'est que dans beaucoup de programmes, particulièrement ceux qui doivent s'opérer près du marché, les programmes appelés à être près du marché, il vaut mieux un mécanisme de contribution juste que de retour géographique stricto sensu. Et pour ce qui est des programmes avec l'Union, alors effectivement pour Galileo, la Commission a mis en place des processus spécifiques de politique industrielle qui, de fait, ont abouti à une forme de retour. Hein. Et pour Copernicus, on sépare les financements et on fait en sorte que les règles Commission s'appliquent sur les financements Commission et les règles ESA s'appliquent sur les financements ESA et ça ne marche pas si mal que ça en fin de compte. Oui, s'il vous plaît. Stanislas Delaboulay, ancien ambassadeur à Moscou. J'ai eu le plaisir, il y a quelques années, d'accompagner M. Le Gall à nombreuses reprises à Moscou parce qu'il avait une coopération nourrie avec les Russes. Où en est-on aujourd'hui de cette coopération et est-ce qu'elle a un avenir? Alors, je ne sais pas qui souhaite, qui peut répondre. Non, mais je pense que... Je peux répondre peut-être pour Ariane Espace, après peut-être que ce sera complété côté agence ou côté CNES. Côté Ariane Espace, donc on continue plus que jamais les lancements de Soyouz depuis la Guyane, puisqu'on va faire cette année, avec le lancement de la semaine prochaine pour l'opérateur O3B américain, on aura fait 4 lancements cette année. Et donc le 10e lancement de Soyouz depuis la Guyane. On a racheté cette année un nouveau lot de lanceurs pour continuer les lancements. Donc on en a aujourd'hui 14 qu'on est en train de vendre à des clients institutionnels européens parfois, mais aussi à des clients commerciaux américains en particulier et dans d'autres pays. Donc, et on en parlait à midi également, la relation avec nos partenaires russes, avec Roscosmos à la fois notre partenaire côté agence et les industriels, que ce soit R4C Progress pour le triétage Soyouz ou NPO Lavochkine pour les tâches supérieures, n'a pas du tout été entamée par le contexte géopolitique actuel et les difficultés qu'on voit aujourd'hui sur la scène internationale. Et donc, au niveau, en tout cas, Ariane Espace, tout continue comme prévu. On continue à vendre du Soyouz. On verra quand Ariane 62 sera là
comment on opère la transition pour proposer Ariane 62 plutôt que Soyouz. Mais aujourd'hui, ça nous laisse encore quelques années. On n'est pas encore au stade de commercialiser Ariane 62 pour le moment. Oui, quelques mots pour dire que au niveau coopération avec la Russie, la Russie reste encore notre seul moyen d'accès pour les astronautes à la station spatiale. Ça n'a pas été remis en question, et Dieu merci pour les astronautes et pour nous. Et nos coopérations ESA avec la Russie ne sont pas impactées. Je crois que l'espace souvent reste un petit peu à part des problèmes géopolitiques, et c'est pas plus mal, en tout cas pour les coopérations du style de la station spatiale, parce que je crois que cette station spatiale a vraiment permis de nouer un partenariat extrêmement fort qui résiste à toutes les tensions possibles. Merci Géraldine. Oui, Patrice. Bonjour, Patrice Brudieu de l'ADAS. À propos de préférences européennes, j'entends avec plaisir cette vision qui a été effectivement discutée, je crois, à Luxembourg. Néanmoins, j'ai l'impression que cette vision n'est pas totalement partagée par tous les États membres européens. Je prends un exemple pour parler des lanceurs. Le programme EDRS, par exemple, le choix a été fait de lanceurs américains. Est-on certain qu'à l'avenir, on pourra échapper à ce genre de difficultés? Est-ce qu'il y a une réelle évolution ou est-ce qu'on continuera à avoir ces aléas politiques? Merci. Alors, ça va être une réponse à quatre mains. Alors, le Airbus Defence and Space a publié un démenti ce matin. Il n'y a pas de contrat signé pour lancer EDRS-C sur Falcon 9. Il n'y en a pas. Il y a une négociation qui va démarrer sous peu avec l'Agence spatiale européenne, Arianespace et les industriels, dont bien sûr Airbus, pour discuter du mode de lancement de DRS-C. Voilà. Et maintenant, sur la préférence européenne. Sur la préférence européenne, c'est vrai que tous les États de l'ESA, ou voire toutes les institutions européennes, ne partagent pas forcément la position de la France ou de l'ESA, puisque en tout cas l'ESA c'est très clair, il y a même une résolution qui parle de ça. Nous ne pouvons lancer, disons, par un lanceur non européen que s'il y a une coopération ou si ça n'est pas possible avec un lanceur européen. Donc pour nous, nous n'avons pas le choix. Je crois que pour la France, c'est aussi un principe fort de politique. Alors tous nos États ne partagent pas forcément cela, mais pour l'instant, la Commission européenne, elle aussi, partage ce principe, elle l'a démontré. Et même si tous les États ne sont peut-être pas totalement alignés là-dessus, néanmoins tous reconnaissent que ça n'a pas vraiment de sens de vouloir développer un lanceur qui doit être compétitif, qui doit avoir des coûts de production les plus bas possibles pour avoir et s'appuyer sur un effet de cadence pour arriver à ces coûts de production bas et ne pas l'utiliser. Alors, en fait, toute la question, je dirais, la rhétorique est de savoir si la compétitivité vient avant la garantie ou la garantie vient avant la compétitivité. À Luxembourg, nous en avons discuté et nous avons convenu qu'en fait, les deux se tiennent. C'est-à-dire que Ariane 6 doit être compétitive et elle sera utilisée pour les lancements institutionnels. Et cette garantie institutionnelle, elle est liée à la compétitivité du lanceur. C'est aussi parce que le lanceur doit être compétitif et sera compétitif qu'il sera utilisé pour les lancements institutionnels. Mais inversement, cette utilisation renforce la compétitivité du lanceur. Donc les deux sont liés et ça, je crois que c'est totalement partagé par tous les États membres de l'ESA. Et je dirais que c'est sans doute partagé par tous les gouvernements de la planète qui font du lancement. Peut-être même d'ailleurs au-delà. Voilà, puisque la compétitivité, sa spécificité du lancement repose essentiellement sur la commande publique, pour tout dire de nos jours, et peut-être encore pour un certain temps. Voilà. Avons-nous une autre question autour de ces grandes décisions? Alors, moi, je voulais juste peut-être une dernière question autour de ces engagements et de ces missions. Moi, ce qui me semble intéressant, et je voudrais savoir si ça a été discuté ou tout au moins implicitement peut-être évoqué. Bon, c'était une grande, tu disais Géraldine, une ministérielle consacrée au lancement, enfin
essentiellement au lancement et pas aux programmes obligatoires. Et on le sait, les programmes facultatifs sont les programmes qui sont politiquement les plus engageants et qui sont ceux où le poids politique de certains États, je dirais, lourds dans les décisions, prennent le plus de place. On a vraiment des engagements de politique au-delà même de la politique industrielle, au-delà même des choix de politique spatiale, on a des choix de politique. C'est-à-dire qu'effectivement, on souhaite inscrire l'Europe dans un avenir spatial. Alors, est-ce que ça implique, pour l'avenir, et là on va se projeter à l'horizon 2030, de grandes décisions dans des domaines structurants des missions spatiales de type vol habité plus tard ou de type exploration de l'espace avec des besoins d'infrastructures, on va dire, spatiales, orbitales, ou ce qu'aujourd'hui on a l'impression que pour l'instant on a parlé essentiellement de secteur d'application, de lancement de satellites, avec les 2 versions. Est-ce qu'on peut pressentir dans cet élan-là, finalement, des choix encore à plus long terme, ou est-ce que c'est quelque chose qui devront attendre Alors, les décisions qu'on attend en 2016, beaucoup moins long terme que 2030, c'est le programme scientifique, mais ce sont essentiellement des missions automatiques. Enfin, ce ne sont que des missions automatiques. Ouais. Et les programmes dont tu parles d'exploration à long terme, voire de missions habitées, ne sont pas des missions scientifiques et ne sont pas du financement obligatoire. Bon, ce que nous, on dit depuis toujours, ou presque, puisque là encore, on voit bien que la plupart des grandes missions comme celle-là se font en partenariat, c'est que la question qui est posée là, c'est celle de la prestation spatiale. Et pour l'instant, je crois qu'on ne sait pas ce que sera la prestation spatiale, mais ce qu'on sait, c'est que le partenariat sera l'héritage le plus fort de la station spatiale. Et que ces questions-là, ce ne sera pas l'Europe qui va y répondre toute seule, ça ne peut être qu'en coopération mondiale et en discussion mondiale qu'on pourra répondre à ce genre de questions de 2030. Quelle grande mission d'exploration pour 2030 ? Alors, il y a, disons, chaque puissance spatiale a sans doute des intérêts, des technologies, des moyens à proposer, mais tout ça doit se faire dans un programme mondial. Je ne peux pas imaginer qu'il en soit autrement. Merci beaucoup. Une dernière tentative pour des questions. Autrement, je crois qu'on peut clôturer ce premier panel en remerciant le président Le Gall une nouvelle fois, les intervenants pour leurs exposés.